Bonjour à tout le monde, ceux qui sont présents dans la salle. Et on m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde à Madrid, à Londres, à New Delhi, Oslo, Haïti, Brésil, Genève. Bref, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un pas de côté cet après-midi puisqu'on va parler d'histoire. D'histoire sur le doux commerce, commerce impérial et mercantilisme. L'échange commercial n'est-il qu'un rapport de force? Et aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'accueillir Cécilia Dercol. Donc vous êtes directrice d'études à l'EHESS, directrice du laboratoire Anima, et vous êtes notamment spécialiste des échanges économiques et culturels dans la Méditerranée antique. Vous avez notamment écrit Histoire méditerranéenne. Merci à vous. Juste une précision, j'ai été directrice. Oui, vous avez été, pardon. Ensuite, Paola Kalonka. Vous êtes maître de conférence à l'École française d'Extrême-Orient à Hong Kong et vos travaux portent notamment sur l'histoire maritime de la Chine et de la piraterie sur les dynasties Ming et Qing. Vous avez notamment écrit un livre qui s'appelle « Piraterie et contrebande du Fujian ». Et David Todd, bonjour. Vous êtes professeur au Centre d'histoire de Sciences Po, auteur notamment d'un Empire de velours consacré à l'impérialisme informel français. Donc, on va parler de la Rome antique, de la Chine du XVIe et du XVIIe siècle et du monde au XIXe siècle. Ma première question, Cécilia, quand on pense à la Rome antique, on pense à la Pax Romana, à un marché unifié. Les Romains conquièrent toutes les mers, conquièrent toutes les terres et sont maîtres partout sur le commerce. Est-ce que ce marché était-il unifié? Et de quoi on parle aussi, de quelle période? Parce que Rome, c'est large. Oui. Et oui, merci. Cette question est essentielle. On se la pose, disons, plus largement pour l'Antiquité, hein, pas uniquement pour Rome. C'est la question, est-ce qu'il y a un marché unique, unifié? Jusqu'à quel point il est... Alors, déjà, de quoi on parle? Donc, l'essor vraiment économique de Rome commence au milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ, avec les guerres de conquête, bon, d'abord les guerres puniques, les guerres de Grèce, Asie. Mais là, nous allons nous concentrer plutôt sur la question de l'empire, en fait, du moment où il y a cette, la domination politique de Rome s'étend à la Méditerranée et à l'Europe, et une partie de l'Asie, évidemment, et de l'Afrique. Bien, disons que tout d'abord, il y a une distinction entre politique et économie, en fait, de l'Antiquité, c'est-à-dire que les raisons, quand même, politiques priment toujours sur celles économiques. On y reviendra peut-être dans le cours sur la question du marché unifié, il faut dire que déjà la notion du marché dans l'Antiquité en général est une notion très physique. Il y a un espace, le mercatus, le mot latin, veut dire vraiment un lieu où les gens convergent. On le trouve pour la première fois au IIIe siècle avant Jésus-Christ chez Plaute, mais c'est là où tout le monde converge. Cette notion physique de l'espace a des implications énormes du point de vue des biens qui circulent, de la respectabilité des relations, des impositions juridiques et fiscales qui se font dans une place. De ce fait, en fait, là, il y a toujours une échelle. Il y a plusieurs échelles de marché. Il y a des marchés qui peuvent être connectés, mais qui ne sont pas unifiés. Et donc, les différentes échelles sont les marchés locaux, les marchés régionaux et des marchés plus larges qui sont sur la longue distance, qui nous pouvons suivre, notamment pour certains biens, les biens de luxe essentiellement. Je pense qu'on en dira un mot, d'ailleurs vous me coupez que si je parle trop et que je dois... Et donc... non, moi, tout est bon. Pardon? C'est bon. Donc, disons qu'il y a un marché dans le sens qu'il y a des prix qui se forment sur le marché, mais d'une façon qui n'est pas le marché n'est pas régulateur des prix. Et c'est pour cela que, par exemple, une définition qui a été donnée pour l'économie grecque, qui n'est pas une économie de marché, mais une économie à marché. La définition est d'Alain Bresson. Elle me paraît assez pertinente, en fait. Pour Rome, évidemment, elle a une capacité de vue sur différentes situations.
Mais évidemment, la part des acteurs, qui peuvent être aussi des individuels, sur ça aussi, je pense qu'on reviendra, reste très importante. Voilà, il y a des biens après qui sont stratégiques, sur lesquels il y a vraiment une volonté d'imposer ou de contrôler quand même les prix. Quand on préparait la conférence, vous parliez notamment du papyrus, du blé, de tous ces produits-là qui sont très stratégiques, même à l'époque, le papyrus pour écrire, évidemment le blé pour manger la première production qui venait d'Égypte. Voilà, donc le premier est le blé en fait. Le blé à plusieurs époques et pour Rome, évidemment c'est le blé. La preuve c'est que lorsque les Romains conquièrent en fait l'Égypte en 30 avant Jésus-Christ et qui créent cette domination, en fait, qu'ils organisent politiquement l'Égypte. Avec Cléopâtre, c'est ça? C'est à peu près... Avec la défaite après la bataille d'Actium, donc après la défaite d'Antoine et Cléopâtre notamment parce que c'était elle la reine d'Égypte, eh bien, on créera une préfecture qui est directement soumise au contrôle de l'empereur Auguste via le préfectus d'Alexandrie et d'Égypte. Donc, il y a un contrôle direct. Ce n'est pas une organisation provinciale comme pour les autres territoires, mais c'est vraiment une volonté de contrôler directement une immense territoire qui possède cette ressource éminemment importante qui est le blé. Pourquoi? Parce que l'État se réserve soit de l'acquérir à des prix imposés, voire négociés, voire imposés, soit de l'acquérir directement, soit de l'acquérir par les marchands, imposer pratiquement une redevance fixe qui revenait à l'État, et c'est quelque chose qu'ils font aussi avec les métaux, par exemple avec les métaux d'Ibérie. Et le blé, c'est normal, ça fait partie de cette sorte de stratégie de paix sociale aussi, parce qu'on sait que, par exemple, par les frumentations, c'est-à-dire les distributions gratuites de blé, on achetait quand même aussi, enfin, on a disposé quand même d'un certain consensus de la population vis-à-vis du pouvoir. Le papyrus que vous avez évoqué, j'y vais plus rapidement, est une ressource qui devient stratégique. C'est moins attendu, si vous voulez. Mais il y a les preuves, en fait, d'une sorte de monopole qui est instauré à partir de l'état de Tibère, de l'époque de Tibère. Un monopole qui, parfois, l'État romain applique sur le papyrus qui vient d'Égypte également. Pourquoi? Parce que ça sert à fabriquer le papier et comme vous comprenez, dans une administration, le papier est indispensable. Et qu'une fois, il y avait une disette et que le pouvoir ne pouvait pas risquer de rester sans cette ressource stratégique. Bien sûr, il y en a d'autres, mais... Et Tibère, c'est bien au début du 1er siècle, c'est ça? On est après Auguste. C'est le successeur d'Auguste, donc oui, c'est le début de l'Empire en fait, c'est l'époque julio-claudienne, donc c'est 14-31 après Jésus-Christ. D'accord, 14. Donc oui, c'est au moment de il succède directement à Auguste, c'est son... la succession d'Auguste était compliquée. Tous ses successeurs sont morts, mais après, voilà, c'est le fils de Livie qui est la deuxième femme d'Auguste qui lui succède. Oui. Eh ben, merci beaucoup. À propos d'empire, aujourd'hui, donc je me tourne vers vous, Paola. Quand on parle d'empire ou de Chine, surtout aujourd'hui, on a l'impression d'un État qui est unifié, centralisateur, qui est dominé par le Parti communiste. On parle de République populaire de Chine. Comment c'était au XVIe et XVIIe siècle? Est-ce que c'était une Chine très unifiée, très centralisée? On avait la cour impériale ou comment ça se passait à cette époque? Bon, alors la question est quand même assez compliquée. On peut pas y répondre, c'est assez difficile. Je dirais que, en fait, à première vue, on peut parler d'empire unifié, puis en fait, on se rend compte que la Chine n'est absolument pas du tout unifiée, et en particulier à niveau économique. Tout à l'heure, j'ai entendu que la politique est très importante aussi dans l'empire romain, et en fait, aussi bien sous les Ming que les Qing,
on a exactement, justement, je pense que je ne peux pas vraiment répondre à toutes les questions, mais en tout cas, je voudrais donner quelques caractéristiques justement de cet empire. Et la première, justement, c'est bien celle-là, c'est que l'idéologie, en fait, on a l'impression que l'idéologie, le politique, en fait, a toujours primé, si vous voulez, sur les pratiques, en fait, aussi bien industrielles que commerciales. Hein, donc, elles ont toujours imposé leur pouvoir d'un point de vue théorique. Donc, d'un point de vue de la cour. Après, une autre des caractéristiques en fait, de l'Empire, c'est que c'est un empire très fragmenté. Donc, on a l'empereur, hein, donc c'est lui qui dirige tout, la cour, etc. Qui était à Pékin, c'est ça Qui est à Pékin presque tout le temps. Hein, donc, au début des Ming, il est aussi à Nankin, mais très rapidement, il déménage à Pékin. Ils installent la capitale à Pékin. Et en fait, donc on connaît l'Empire chinois est aussi connu en fait pour avoir développé très tôt une bureaucratie très 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 développée. Donc on s'imagine effectivement cette unification grâce à ça. Et en fait, bien sûr, une bureaucratie très très même très moderne, je dirais, hein, quand on regarde sur le papier. Il en va de même pour l'armée des Ming et des Qing, sauf qu'il y a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires pour assurer donc le travail à niveau provincial. Et donc on a cette dualité, hein, donc un pouvoir très très autoritaire, monolithique, hein, à la cour, mais finalement donc une grande multiplicité, si vous voulez, des marchés et des pouvoirs, surtout des pouvoirs locaux, hein, parce que l'État, pour faire avancer et pour contrôler la population, il a besoin donc de faire appel à des agents locaux. Donc cela y varie, hein, avec le temps. Sous les Ming, on fait surtout appel en fait on essaie d'abord d'unifier l'administration, qui effectivement est pareil dans toutes les provinces. Je vous coupe 2 secondes. Alors moi je ne connaissais pas donc les Ming, c'est 1368-1644 si je me trompe pas. Oui. Et ensuite, il y a une nouvelle dynastie qui s'appelle les Qing, 1644-1912. Et donc, on se rapproche très rapidement de l'époque très récente, contemporaine. Contemporaine, oui. Et donc, donc, pour revenir, donc, une administration très, 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 très unifiée de ce côté-là. Mais... donc finalement, cette administration unifiée à niveau provincial enlève une partie, si vous voulez, de l'autonomie qu'avaient les potentats locaux. Mais en fait, à partir du XVIe, avec les gros problèmes qui vont commencer à arriver, on fera un nouveau appel, en fait, au lignage, en fait. Hein. D'ailleurs, c'est à partir du XVIe siècle qu'on voit aussi l'apparition de tous les lignages, surtout le long de la côte, par exemple, et qui vont avoir un pouvoir très, très, très important. Et avec la dynastie des Qing, dont les Mandchous, hein, eux, ils essayeront aussi de contrôler. En fait, au départ, ils essayent surtout de contrôler l'administration locale en fait, ils n'y arrivent pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils la mettent dans les mains de subalternes, mais des subalternes locaux, qui donc ont tous les réseaux locaux, régionaux, et le long de la côte. Hein, moi, je travaille beaucoup sur la côte. Et le long de la côte, non seulement ils ont des réseaux, ils ont toutes les connexions locales et voire interrégionales, mais également aussi avec l'étranger. Donc voilà. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment l'unification parce qu'il y a cette multiplicité. Et ça, on le voit aussi. Alors, à niveau, par exemple, le contrôle du riz. Hein, vous parliez du blé. Pour la Chine, c'est surtout le riz, hein, donc qui est contrôler le prix du riz veut dire garantir une sécurité pour l'Empire. Hein. Donc c'est vraiment très très important. Donc en fait, la seule chose qu'il arrive à faire, c'est d'imposer des greniers. Donc on a des greniers partout qui assurent, en cas de disette, etc., assurent, si vous voulez, la possibilité en fait de faire appel donc à ce riz pour calmer la population. Mais après, le prix du riz n'est absolument pas du tout égal d'une province à l'autre. Voire il y a même des grandes disparités entre des districts, des préfectures dans la même province.
Donc oui, il y a énormément de disparités à tous les niveaux. Beaucoup de pouvoir en fait au local, malgré le cliché qu'on peut avoir d'un État très fort, des empereurs chinois dans leur palais, et toute cette époque justement de la Grande Muraille de Chine, qui est un peu dans l'imaginaire juste avant. Enfin, là, vous parliez des Mandchous aussi après. Donc c'est beaucoup plus complexe que ce qui paraît. Et en tout cas, ce que je retiens sur ce que vous appelez les fonctionnaires, il y a un mot, je ne sais pas si vous connaissez, dans les universités, on parle de mandarin. Et c'est un peu hérité de ça, c'est-à-dire des personnes qui ont beaucoup de pouvoir au niveau de la recherche, et ça résonne avec l'actualité aussi. Ensuite, je vais me tourner vers vous, David Todd. Donc, on va passer au 19e siècle, le temps des grands empires coloniaux, avec notamment l'Angleterre et la France qui vont avoir une position très importante. Quand on pense au 19e siècle, on pense aussi au grand marché de capitaux, à un marché qui est multilatéral, mondialisé. Comment ça se passe dans les faits ? Merci. Oui, moi je vais vous faire une réponse un peu plus directe et moins subtile, puisque moi je vais vous dire que oui, il y a eu un processus d'unification fort à l'échelle planétaire au 19e. Alors je fais attention et je dis ça, il y a beaucoup d'historiens ou d'historiennes, mais qui ont tendance à penser que tout s'est passé à leur époque. Donc j'ai un peu honte parce que j'ai l'impression de dire ça, mais en fait non, il ne s'agit pas de dire que tout s'est passé au 19e siècle. Il y a eu plusieurs vagues d'intégration qu'on peut repérer dans l'histoire. Avec toutes leurs limites, il y a quand même une forme d'intégration, il me semble, à l'époque romaine. Il y a des formes d'intégration, même si elles peuvent être limitées à des marchés comme le riz en Chine. Il y a une forme d'intégration eurasiatique à l'époque mongole, au XIVe siècle. Mais donc, on peut penser par vagues d'intégration. Et au XVIIIe, il y a certains historiens qui ont parlé d'une mondialisation archaïque, où il y a déjà une vraie accélération du commerce international qui augmente, on estime, d'à peu près 10% par décennie. C'est pas rien, ça se multiplie par 2,5 au cours du siècle. Mais au 19e, il y a encore une accélération encore plus brutale, avec, pour les échanges de marchandises, une augmentation d'environ 40% par décennie en valeur, ce qui fait en fait que le commerce international est multiplié par 30 entre 1815 et 1914, donc on change un peu d'échelle. Et il y a d'autres critères qui permettent de dire que le marché s'unifie au XIXe siècle. L'un des critères préférés des historiens économiques quantitativistes, qui aiment bien manier des données quantitatives, et notamment des données de prix. Vous parliez de prix tout à l'heure pour nous dire que on ne peut pas vraiment parler de marché parce qu'il y a des prix un peu différents là et là, il y a des marchés. Justement, ce qui se passe au XIXe siècle, ce à quoi on assiste à partir des années 1820 et à l'échelle du monde, c'est une convergence progressive des prix à l'échelle de la planète, qui se fait notamment sous l'effet de nouveaux moyens de transport, mais aussi pour des raisons politiques. Et de fait, à la veille de la Première Guerre mondiale, on a des écarts de prix même entre l'Asie et l'Europe, ou l'Amérique du Nord et l'Europe, qui sont de 10 à 20% pour les principaux produits. Ce qui est peu, en fait, par rapport à ce qu'on a connu historiquement. Donc là, on peut dire qu'il y a quand même un marché unifié qui s'est créé sur les marchandises, sur les capitaux aussi. Alors c'est un peu plus technique et ambitant, et ça vient un peu plus dans la deuxième moitié du siècle. Les marchés la circulation du capital, c'est pas encore à l'échelle d'aujourd'hui, et les chiffres seraient moins impressionnants, mais c'est beaucoup plus qu'avant. Et c'est aussi intéressant parce que c'est une autre caractéristique, finalement un autre critère d'intégration. C'est ce à quoi on assiste, c'est à l'émergence d'énormes inégalités entre les différentes régions du monde. Parce que jusque-là, il y avait des inégalités, il y avait notamment à l'intérieur de chaque société, mais il n'y avait pas d'écart de développement économique tel que ce qu'on connaît au XIXe siècle. Donc ça, c'est pour plaider pour ma période, pour dire qu'il se passe quelque chose.
Je pense que c'est un autre critère important. Merci beaucoup. En effet, ce 19e, et par exemple, vous parlez de marché de capitaux, si je ne me trompe pas, la société anonyme telle qu'on la connaît, c'est une création des années 1860, c'est ça Oui, en fait, comme plein de choses, c'est un peu plus progressif que ça. Il faudrait remonter jusqu'aux vieilles compagnies à charte qui émergent aux Pays-Bas et en Angleterre, plutôt au début du XVIIe siècle. Mais ensuite, il va y avoir toute une formalisation, on va dire. Oui, et puis démocratisation, c'est pas le bon mot, mais une généralisation, parce que, par exemple, en Angleterre, on a besoin d'un acte du Parlement, donc une loi qui est passée dans le Parlement pour créer l'équivalent de sociétés anonymes jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et ce qui se passe dans les années 1850-60, à peu près au même moment dans l'Angleterre victorienne et dans la France de Napoléon III, c'est qu'on crée une procédure simple, beaucoup plus simple, pour créer des sociétés anonymes. L'exemple le plus connu dans un contexte français, c'est l'émergence de ces nouvelles banques, dont certaines existent encore, comme la Société Générale, qui vont mobiliser des quantités de capitaux énormes et qui sont créées, qui sont typiques de cette période. Il y aurait plein d'autres exemples, les compagnies de chemin de fer aussi. Toutes ces grandes entreprises vont nécessiter des sociétés anonymes et c'est libéralisé, entre guillemets. On va revenir sur peut-être les comptes. Exactement. En tout cas, là, on va faire une petite parenthèse par des pirates. Parce que je me suis rendu compte, en préparant la conférence avec vous, que les pirates sont un lien. On pense par exemple à la conquête de l'Algérie par les Français, où le prétexte, ça a été les pirates d'Alger. Vous avez beaucoup travaillé sur les Wokou, sur ces pirates, la piraterie, plutôt toute cette période après. Et évidemment, dans l'Empire romain, les pirates étaient un contexte évidemment d'invasion de pas mal de régions. Donc je vais retourner vers vous. Est-ce que la piraterie a été un prétexte de cette domination de rapport de force? Est-ce que c'est l'ennemi du commerce, la piraterie, ou au contraire ce que j'appellerais une ombre portée qui en fait sous-tend ce commerce? Merci. Un peu des deux, je dirais, et peut-être surtout l'arme du faible dans le contexte des rapports de force. Vous venez de dire à juste titre que la France a utilisé le prétexte de la piraterie, aussi de l'esclavage d'Européens en Afrique du Nord pour entamer la conquête de l'Algérie en 1830. Enfin, les causes étaient bien sûr plus complexes. Il y avait un désir de gloire militaire, il y avait un désir déjà de commencer une colonisation. Et la France va encore utiliser ce prétexte à plusieurs reprises. Par exemple, le plus connu, c'est dans la fin de la conquête de l'Indochine pour s'étendre au Tonkin et pour déclencher une nouvelle guerre, une seconde guerre avec la Chine entre 1883 et 1885. Donc c'est un prétexte important. C'est un prétexte qui est utilisé encore plus souvent par la Grande-Bretagne, qui s'érige en protectrice du commerce à l'échelle mondiale. Et donc c'est elle qui va, notamment dans le cadre de l'océan Indien, ça explique beaucoup des développements de l'Empire britannique en Asie du Sud-Est ou en Asie de l'Est. Mais je vous dis, je pense à ça plus comme à l'arme des faibles, à une forme d'hypocrisie, parce que, en fait, les premiers sponsors de la piraterie, ce n'est pas des gangsters au sens... ce sont les États. Et la piraterie, c'est ce qu'on appelait plutôt, quand on pense que c'est bien, on n'appelle pas ça la piraterie, on appelle ça la course, avec des corsaires. Y compris en Algérie, en fait, c'était une piraterie d'État, mais c'était ce qu'on appelait aussi la course barbaresque. Et les chevaliers de Malte pratiquaient aussi le même genre de course. Et un pays qui a beaucoup pratiqué la course dans son histoire, c'est la France. Et Surcouf est un très bon exemple. Il était dans mes notes, donc je crois que vous le citiez.
Surcouf, qui était donc le grand corsaire, un héros qu'on retrouve dans les manuels, dans le Malais Isaac, un héros national, Légion d'honneur en 1804, c'était un pirate. C'était un pirate. Simplement, pourquoi la France? Pas parce que les Français sont plus enclins à la piraterie, parce que longtemps ils étaient confrontés à la Grande-Bretagne, qui était une puissance maritime évidemment bien supérieure, et du faible au fort, plutôt que la flotte de surface et les grandes batailles navales. Bon, les Français ont essayé à Trafalgar, ça leur a pas très bien réussi. On utilise la guerre de course. Et les Français vont se rallier à une vision plus légaliste au milieu du 19e siècle, quand ils s'entendent bien avec la Grande-Bretagne. Mais dès qu'à la fin du siècle, il y a de nouvelles tensions autour de l'Égypte, autour du partage de l'Afrique, des grosses tensions entre la France et la Grande-Bretagne, et on a peur, vous savez, ça culmine avec la confrontation de Fashoda. La stratégie maritime française, celle qu'on appelle de jeune école, c'est le retour à la guerre de course avec de nouvelles armes, des sous-marins, des torpilleurs, et on imagine qu'on va pouvoir vaincre la Grande-Bretagne en s'attaquant à son commerce, et en fait, c'est la stratégie que va mettre en œuvre l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, avec ses sous-marins, et c'était dénoncé comme de la piraterie. Donc, tout n'est pas sémantique, mais la piraterie... C'est une rhétorique tout au long de l'histoire, en fait. C'est une comparaison qui va... C'est pas ce que je veux dire, mais si vous voulez, quand on parle de ce que certains appellent terrorisme, d'autres appellent de résistance. On va appeler... C'est souvent les forts qui dénoncent certaines choses comme de la piraterie. Merci beaucoup. On va passer à nouveau en Chine, avec les côtes ravagées de Chine, notamment autour de Shanghai. Je crois qu'il n'y a pas besoin de... Oui, donc, oui, non. Donc, juste une petite précision, c'est que je n'ai jamais vraiment trop travaillé sur les wokos, mais je trouvais que pour ce sujet, c'était assez intéressant parce que dans l'historiographie chinoise, les wokos sont très souvent associés en fait à la politique de prohibition maritime qui a été instaurée, donc, enfin qu'on pense avoir été uniquement instaurée à partir des Ming, mais qui naturellement a été instaurée bien avant, mais juste pour des périodes très précises. Et donc, en fait, c'est vrai d'un côté que cette politique de prohibition maritime est vraiment liée en soi à ces pirates, mais qui en fait se présente sous deux vagues différentes. Donc la première, c'est donc c'est une vague qui concerne surtout donc des pirates japonais, éventuellement avec une toute petite participation coréenne, mais qui ravage effectivement les côtes coréennes et chinoises du nord, hein, ça va jusqu'en dessous de Shanghai, en fait, en gros. Et c'est entre les années 1350 et 1420, en gros. Et c'est justement au moment donc c'est un moment donc de grand bouleversement en Chine. Hein. Enfin, c'est la chute de la dynastie mongole et l'avènement de la dynastie des Ming, qui avait connu donc toute la fin du régime mongol, si vous voulez, avait connu toute une vague de rébellions, et les chefs de ces rébellions, certains avaient vraiment des flottes très importantes. Et quand finalement l'empereur, un des rebelles arrive au pouvoir, donc le fondateur de la dynastie des Ming, il y a une partie... Zhu Yanzhang. Et c'est un homme exceptionnel. qui a fait plein de choses. Et donc, quand il arrive au pouvoir, il a peur parce qu'une partie de ses rebelles, de ses rivaux, sont partis, en fait, hein, avec des flottes. Et donc, en fait, il instaure cette politique de prohibition maritime que beaucoup de gens voient comme une fermeture de la Chine. Et en fait, c'est tout simplement, enfin, je pense tout simplement qu'à ce moment-là, il ne pouvait faire rien d'autre, tout simplement parce que l'Empire était complètement dévasté par les guerres, par les rébellions qui avaient duré des décennies et des décennies. Et donc, il fallait qu'il contrôlait, si vous voulez, la sortie de l'exportation. Et donc, c'était une façon, si vous voulez, de bloquer. Et c'est quand même avec lui, si vous voulez, qu'on a vraiment la première fois un développement d'une politique de défense maritime qui couvre tout l'ensemble du littoral chinois. Et donc, moi, j'intègre en fait cette politique de prohibition maritime. Je l'intègre comme une mesure, si vous voulez, qui accompagne en fait ce développement
donc encore balbutiant d'une défense maritime. Mais ce qui est plus important, c'est que donc ça. Et donc après, par contre, au milieu du XVIe, on a la deuxième vague des woko. Et là, donc, il ne s'agit plus de pirates japonais, mais c'est surtout des pirates chinois qui sont installés au Japon. Donc un pays avec lequel la Chine a rompu toute relation, mais c'est un pays où on a commencé à découvrir donc des mines d'argent, donc qui sont très importantes. Et donc ce développement donc de cette piraterie amènera, si vous voulez, à la fin donc de cette deuxième vague se développe entre 1540 et 1560. Et à la fin de cette vague, quand finalement les troupes arriveront finalement à mater, si vous voulez, c'est des milliers et des milliers de pirates, ils stopperont, enfin ils arrêtent avec la politique de fermeture, donc cette fameuse haijin, cette fameuse politique donc de prohibition maritime. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de mettre les deux ensemble. Et pour vous dire, parce que j'ai grandi avec, donc je suis une femme d'un certain âge, et donc j'ai commencé mes études dans les années 80, et dans les années 80 correspondent aussi avec l'ouverture de la Chine. Et pendant toute cette période, la politique de prohibition maritime, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'historiens de l'époque ont travaillé là-dessus parce que à quel but c'était juste pour avoir envie d'ouvrir la Chine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et donc, il ne faut pas penser que de toute façon, juste pour revenir aux pirates, alors cette politique, si on regarde bien, cette politique de prohibition maritime n'a jamais vraiment servi à grand-chose, sauf à constituer en fait à monopoliser, si vous voulez, la richesse marchande dans les mains de grandes familles locales. C'est tout ce qu'elle a fait, parce qu'elle a développé, parce qu'en fait, à ce moment-là, pendant cette période de prohibition maritime, le commerce était uniquement toléré dans le cadre donc des ambassades, de ce qu'on appelle le commerce tributaire, qui était finalement dans les mains de grandes familles locales, et c'est tout. Et donc le mouvement des woko des années du milieu du XVIe, c'est vraiment une réaction et contre justement ce pouvoir des petits potentats locaux. Et donc on va surgir toute une série de groupuscules de pirates qui commencent leur raid à partir du Japon, mais qui en fait très souvent s'installent tout simplement dans les îles autour le long du littoral chinois, qui en partie avaient été, si vous voulez, évacués au début de la dynastie des Ming. Voilà. Et effectivement, et on revient à chaque fois au local dans l'histoire de la Chine. Et Cécilia, on va forcément retourner à Rome. À Rome, pour introduire, il y a avant Jules César, son grand ennemi qui était Pompée, en moins 67, qui a fait une fameuse loi Gabinia, l'Imperium Infinitum. Est-ce que vous pouvez nous parler du rapport à la piraterie dans l'Empire romain, sachant que Pompée et César, c'est la transition de la République vers l'Empire, donc à peu près moins 50 jusqu'à 50. Oui, alors, disons, la piraterie, ça fait écho un peu à ce que je viens d'entendre, et puis au titre, c'est l'ombre portée du commerce. En fait, ça commence comme l'autre face du commerce. C'est un commerce prédatoire, en fait, en gros. Et comme tel, on le voit, par exemple, déjà à partir d'Homère. Donc, c'est une autre façon de faire du commerce. À la limite, ça peut être aussi admis parce que ça s'apparente à la guerre, un peu. Et la guerre, c'est quand même quelque chose d'assez héroïque, ça peut l'être. Alors, avec le temps, ça change de visage, et surtout à l'époque hellénistique, ça commence à devenir, à être considéré effectivement comme quelque chose de mauvais, en fait. Et d'ailleurs, c'est une première intervention de Rome en Adriatique, c'est contre les pirates illyriens qui sont liés à la reine illyrienne locale, Teuta, en 229 avant Jésus-Christ. Mais laissons de côté ça. Et si on revient, oui, parce que mais c'est très intéressant. Mais si on parle de la loi Gabinia, alors ça a été proposé par un tel Gabinius, donc qui propose de donner des pouvoirs extraordinaires à Pompée.
En effet, nous sommes en 67 avant Jésus-Christ, donc bien avant, même avant le premier triumvirat, qui est de 60 avant Jésus-Christ. Mais c'est une première loi, en fait, c'est l'une des premières entorses graves aux lois de la République, parce qu'elle attribue, comme vous l'avez dit, un imperium maius à Pompée. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, et avec le but précis de supprimer la piraterie de toute la Méditerranée. Alors, vous voyez si c'est ambitieux. Et donc là, du coup, on passe à une échelle qui n'est pas une échelle locale, c'est vraiment une vaste échelle. Donc, Pompée a un pouvoir d'agir sur toutes les côtes de la Méditerranée, en sachant que les pirates étaient notamment concentrés en Cilicie, qui serait le sud de la péninsule anatolienne, et qui était l'un de ces territoires qui était particulièrement propice à l'installation de la piraterie. On a entendu de la Chine, il y en a qui sont comme ça, en fait, des terres à pirates parce qu'ils ont beaucoup de baies, de criques, d'îles, îlots, etc. Bien, et là, selon le récit des historiens, les pirates avaient fait vraiment de véritables cités. Il faut dire qu'à cette époque, Cicéron parle dans les Devoirs, il parle des pirates comme l'ennemi du genre humain. Donc vous voyez, il y a une universalisation de cette figure. Alors, Pompée, il a une véritable armée. Il a un nombre énorme de bateaux. Il peut agir sur toutes les côtes de la Méditerranée et aussi dans l'arrière-pays jusqu'à 400 stades, on dit, donc l'équivalent de 74 km. Vous voyez que c'est vraiment un pouvoir très, très vaste. Alors Pompée, il est très efficace sur cette action, donc en très peu de temps, effectivement, il intervient, il réorganise les provinces, il fait énormément de prisonniers. Est-ce que la piraterie, prisonniers pirates en fait, je veux dire, donc effectivement il arrive à supprimer ce fléau. Est-ce qu'elle est pour autant complètement, extirpée des mers? Il faut croire que non. Si en 44 avant Jésus-Christ, les pirates, alors ironie du sort, de l'histoire plutôt, ils feront alliance avec Sextus Pompée, c'est-à-dire le fils de Pompée, qui était l'un des adversaires en fait, et puis des césaricides. Donc, ils sont encore là, finalement. Et Cicéron dira que dans le détroit d'Otrante, qui est, vous voyez, au bout de l'Adriatique, il était plus facile et qui était une région extrêmement militarisée, avec une flotte en permanence, il disait que c'était plus facile de rencontrer des pirates que des navires de guerre. Donc, c'est quand même assez intéressant. Si l'on pense aussi que l'Adriatique, je parlais des pirates illyriennes, mais dans les siècles a été vraiment justement une région à pirates et que la République de Venise devra encore faire combattre en fait cette présence qui est évidemment une concurrence pour le commerce. Ça peut aussi quelquefois desservir rendre service au commerce. Lorsque, je pense à un cas particulier, sur ça je vais conclure, évidemment, l'une des marchandises sur lesquelles les pirates s'acharnent, ce sont les humains, en fait, les proies humaines. Donc, et ça peut être aussi une source pour procurer des esclaves. Oui, c'est ça, c'est qu'après toutes les guerres, souvent il y avait de l'esclavagisme, et donc la piraterie... Ils sont liés en fait. Lorsque Strabon, à l'époque d'Auguste, il dit qu'à Délos, il y a un afflux d'esclaves continu. Les esclaves viennent évidemment des guerres, mais aussi des razzias qui sont accomplies sur les côtes. Souvent en accord avec les dynastes, les potentats locaux, en fait, les tribus locales. Mais donc il y a cet effet vraiment de colporteur de marchandises humaines qui est quand même de façon très cynique, enfin, c'est la réalité de l'Antiquité, ils étaient recherchés. Et Surcouf aussi se livrait à la traite négrière. Donc on voit de la piraterie à l'esclavage. Oui, effectivement, c'est que ça fait penser après au XVIIIe siècle, 19e siècle. Donc tout ce que vous me dites, pour revenir quand même
au titre de la conférence, quand on parle de doux commerce aussi, c'est Montesquieu, dans l'esprit des lois, partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce, et partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. J'ai pas l'impression qu'on parle beaucoup de douceur depuis tout à l'heure. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi dans la salle, je les prendrai avec grand plaisir. Il nous reste 20 minutes et même à distance, oui, du Brésil à l'Espagne, en passant par la Chine ou l'Inde, n'hésitez pas. Ensuite, on va parler de soie. J'ai notamment pensé à la soie dans nos échanges et en lisant votre livre sur l'empire de velours, puisqu'on parlait à l'époque de la soie lyonnaise. Donc, la soie au 19e siècle, donc il y a le métier jacquard qui transforme la production. Donc, à l'époque, Lyon est une grande ville de soie. On importe ça de Chine. C'est pour ça que j'ai fait le parallèle. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette tension justement entre doux commerce et le rapport de force autour de ce produit particulier dont on parle moins aujourd'hui mais qui a été très influent? Oui, merci. Les historiens du 19e siècle ont plutôt tendance à se focaliser sur le coton comme étant la marchandise caractéristique de l'avènement du capitalisme contemporain. Et il y a un très bon livre de Sven Beckert qui n'est pas traduit en français, Empire of Cotton, qui raconte bien cette histoire globale. Le problème de ces histoires, c'est qu'elles sont très anglo-américano-centrées ou très centrées sur le monde atlantique. Et elles conviennent bien, par exemple, à l'histoire économique de la Grande-Bretagne, qui son principal poste d'exportation jusqu'à la fin du 19e siècle, c'était les tissus de coton. Mais dans le cas de la France, ça ne fonctionne pas en fait. Il y a une industrie cotonnière, mais qui n'est pas aussi dominante. Et en revanche, comme vous venez de le dire, la France, en fait, elle s'est spécialisée dans les exportations de luxe et de demi-luxe, avec un succès immense. Rien qu'entre 1850 et 1870, les exportations françaises triplent en 20 ans. Je pense que le gouvernement actuel serait content de pouvoir dire que les exportations ont triplé en 20 ans. Donc c'est un succès phénoménal, mais qui n'est pas porté par les produits industriels auxquels on pense, mais vraiment par toute une gamme de produits de luxe et de demi-luxe, la soie étant le plus important, les tissus de soie. On pense en ce moment quand même à l'économie de luxe avec nos pontes que sont LVMH, Hermès et autres. C'est un reste de cette spécialisation française. Mais ça n'est que des restes, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était encore plus imposant, et ce qui était plus imposant c'était le demi-luxe, c'était la façon de conquérir les nouvelles bourgeoisies, pas seulement les aristocraties, donc c'était des nouveaux marchés. Et merci d'avoir cité donc, ce livre, Un empire de velours. C'est un mauvais jeu de mots, parce que la plupart des velours de l'époque, les velours sont c'est des tissus à chaînes superposées, on peut les faire dans plusieurs textiles différents, mais les velours de soie étaient les plus précieux et les plus difficiles à faire. Et donc c'est un mauvais jeu de mots parce que le livre, il porte à la fois sur cette forme de développement économique et sur le type de puissance impériale que la France en a retiré. Et une puissance parfois qu'on appelle douce, mais qui quand même avait souvent recours à la force militaire, pour fabriquer en fait pas des soies mais des soieries à Lyon. Il fallait des matières premières. Alors on en produisait un peu en France, mais il y a eu une maladie de la soie qui a forcé à aller chercher d'autres sources d'importation en Italie, dans le Levant, donc au Moyen-Orient, et puis finalement en Chine. C'est la Chine qui va sauver les soieries françaises, mais à l'issue de la Seconde Guerre de l'opium, à laquelle la France participe, en partie pour sécuriser ses approvisionnements en soie. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser ce que c'est la guerre de l'opium? Pardon, il y a une première en 1839-1842, Grande-Bretagne contre Chine, qui fait partie de l'ouverture de la Chine au commerce international. Une deuxième, 1856-1860, menée en commun par la France et la Grande-Bretagne pour confirmer l'ouverture de la Chine au commerce international. Ce n'étaient pas les motifs officiels, mais c'est leur importance historique. Je crois que ça faisait une transition, si on veut. Et vous parliez aussi donc au-delà justement de ces empires informels à l'époque. On a l'impression que c'était
les empires, c'est de la colonisation, on arrive avec l'armée, c'est des colonies de peuplement. D'ailleurs, vous me disiez que l'Algérie, au final, d'un point de vue économique, un des produits qui a été le plus exporté, c'est le vin. Donc c'est quand même un sacré paradoxe. Et il y avait un homme dont j'aimerais que vous parliez quand même, que j'ai découvert grâce à vous, qui s'appelle Michel Chevalier. Si vous pouvez nous en parler en 2-3 minutes. Oui, si vous voulez. C'est pas mon personnage préféré dans l'histoire, mais c'est un personnage... Il est très important. C'était un disciple de Saint-Simon, de l'école saint-simonienne utopiste au début du 19e siècle. Et il est devenu l'économiste en chef de la France, entre guillemets, professeur au Collège de France de 1840 jusqu'au milieu des années 1870. Puis ensuite, il a réussi à donner le poste à son gendre, Paul Leroy-Beaulieu. À l'époque, dans l'université, c'est comme ça qu'on passait les postes. Et lui, c'était un libre-échangiste, mais très cynique et ne croyant pas au libre-échange pour des raisons d'économie libérale, mais pour des raisons de rapport de force. Et il fallait que la France soit du côté des forts, ceux qui étaient ouverts. Je vais très vite, mais il est quand même un peu plus subtil que ça. Et son nom s'est attaché, entre autres, au grand traité de commerce de 1860 entre la France et la Grande-Bretagne, le traité Cobden-Chevalier, qui est un grand moment de la libéralisation du commerce international. À l'époque, les deux principales économies qui abaissent leurs barrières douanières, et avec la clause de la nation la plus favorisée, ça va répandre le libre-échange dans le monde occidental. Mais dans le monde hors Occident, ce n'est pas par des traités comme ça, c'est par ce qu'on a appelé des traités inégaux qui sont imposés par des canonnières. On parlait des guerres de l'opium en Chine, mais il y aurait d'autres exemples, les Américains au Japon, les Français et les Britanniques au Siam, donc la Thaïlande d'aujourd'hui, les Français et les Britanniques dans l'Empire ottoman, en plusieurs vagues, mais culminant pendant la guerre de Crimée. Donc il y a une utilisation de la force et des créations des rapports asymétriques sans avoir recours à la colonisation. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous renvoie un peu plus au monde d'aujourd'hui. Oui, exactement, c'est pour ça. On est en plein dans le rapport. Il y a d'autres empires que les empires coloniaux. Exactement. Et plus diffus, et comme vous dites, plus informel. Et qui aiment bien la diplomatie de la canonnière ou la diplomatie aérienne. Pardon. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ensuite, retournons aussi, Cécilia, à Rome, où déjà à l'époque, c'est les échanges entre la Chine lointaine et Rome, mais comment ça se passait et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la soie et un peu tout ce que ça a créé, notamment en termes de mode, de mœurs à l'époque? Effectivement, la soie peut être prise comme un exemple de déjà de cet échange à longue distance et d'un échange qui ouvre vers la curiosité, l'exotique, la curiosité vis-à-vis de peuplades lointaines, de contrées exotiques. Donc c'est l'aspect peut-être le plus intéressant aussi du commerce, le fait de mobiliser, de mettre en place des relations qui sont aussi culturelles, hein, parce que des mécanismes, je sais pas, d'intégration, de mode, d'assimilation, de détournement d'objets, mais donc de connaissance des autres finalement. Alors c'est à l'époque d'Auguste, encore une fois, il se passe beaucoup de choses à l'époque d'Auguste, que les poètes, je sais pas, Virgile, plus tard Horace, puis plus tard Martial, Juvenal, ils commencent à parler de cette nouvelle matière brillante, transparente, évidemment associée à la beauté, au désir, à la séduction, mais non seulement féminine, quoique Pline dise que c'est le luxe et les femmes ont ruiné l'Empire, mais c'est pas vrai parce que les hommes l'apportent aussi, au point que je vous dirais, mais en 16 après Jésus-Christ, donc sous Tibère, il y a une demande, il y a un discours au Sénat, on demande de réduire drastiquement le luxe et on demande aussi d'interdire aux hommes de porter des robes en soie.
chose qui a continué par la suite. Nous savons que l'empereur Helgabal s'habillait complètement en soie. Donc, pour dire, c'est une mode qui rentre... Et dans les lois. Pardon, alors... Dans la loi, en fait. Alors, et rentre au point, oui, de susciter une réaction étatique. Hein, c'est rare. Bon, pas uniquement sur la soie. Hein, c'était une série de mesures de restriction du luxe. Mais il y avait mention explicite du fait que les hommes portaient la soie, d'interdire la soie aux hommes. Alors, disons que on parle de Sericae vestes qui serait produite par les Cérès, dans le pays des Cérès. Alors, est-ce que ces Cérès sont vraiment les Chinois? Est-ce qu'ils les ont vus vraiment connus directement? J'ai tendance à croire, et enfin à cette époque surtout, qu'il y a une série d'intermédiaires qui font ce genre de commerce, même s'il y a dans les chroniques chinoises, il y a une tradition d'une ambassade soi-disant qui serait arrivée de Rome en Chine en 166 après Jésus-Christ, donc sous le royaume de Marc Aurèle. Et elle est très discutée. Moi, je dis... à mon avis, ce n'est pas impossible que quelqu'un soit arrivé jusqu'en Chine. À titre officiel, on n'en sait rien. Peut-être c'était juste des individus qui se réclamaient de la protection impériale, mais en fait qui ne l'avaient pas. Ce qui est certain, c'est que les produits arrivent probablement. Et c'est probable que cette soie, dont encore une fois, on loue la brillance, la transparence, et j'insiste, parce qu'il y avait une soie grège qui était connue auparavant et qui arrivait peut-être de l'Inde, peut-être, ou qui était produite dans l'île de Corse. Mais à partir de ce moment, c'est probablement un produit nouveau qui arrive et, encore une fois, qui engendre donc un mouvement non seulement matériel, hein, de biens, parce qu'elle est très prisée, mais aussi un mouvement, une matériel symbolique d'idées, de curiosité. Ces Cérès sont vus comme des personnes très positives, très, très sincères, sont parfois des qualités qu'on attribue aux barbares. Ce sera le cas des Germains, par exemple, chez Tacite. Ils sont naïfs, ils sont très, très ouverts et ils disent toujours vrai. Et puis, on les décrit de quelque manière. Bon, c'est vraiment une... Et juste pour terminer, les Romains ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est la soie. Et c'est seulement au IIe siècle après Jésus-Christ, c'est Pausanias qui décrit vraiment comment on produit la soie. Et on a la tendance, je pense que c'était un secret qui était quand même gardé, en fait, le secret de la fabrication de la soie, justement pour pouvoir importer le produit, que ce soit sous forme de fil, qui était éventuellement tissé à Rome, ça oui, ou alors sous forme de produit fini. Mais on voit comment il y a cette capacité, même à des autres époques, de mobiliser vraiment des moyens de parcourir des routes et voilà, de mettre en contact aux deux pôles des cultures profondément différentes. Et justement, après, je vois que l'heure tourne, donc je ne poserai pas forcément la question, si ça ne vous dérange pas, sur la soie, mais sur le clan Zeng. Le clan Zeng, que je trouve très intéressant, et ça a été une bonne découverte dans nos échanges. Et après, il y aura un petit temps de questions. Voilà, sur ce clan Zeng, donc on repasse de l'autre côté, et en effet la Chine, même au XVIe, XVIIe siècle, ce que vous me disiez, n'était pas en interaction directe avec l'Europe, mais à travers l'Inde, à travers les pays arabes, à travers d'autres pays, mais pas forcément de façon directe tout le temps. Il y avait quand même les Portugais et les Espagnols. Non, mais les Français, pardon, avec les Français, par exemple. Ah non, pas du tout avec les Français, mais c'est vrai que le 16e, 17e, je veux dire, la fin du 16e et le début du 17e, c'est vraiment, même jusqu'au presque la moitié du 17e, c'est une époque que moi j'appelle l'époque des aventuriers, mais chinois bien sûr, mais aussi
C'est là qu'on a les Espagnols, les Portugais, mais on a aussi l'arrivée des Hollandais qui amènent par exemple aussi une grosse dose de violence, hein, beaucoup plus que les autres, j'ai l'impression. Enfin, du moins, c'est ce qu'on retient des sources chinoises. Je ne parle pas des sources espagnoles, qui vont de soi là, sur ce sujet, mais dans les sources chinoises, et puis les Anglais. Donc c'est une époque, si vous voulez, très, très, très importante, où finalement le commerce intérieur chinois, enfin de la côte en tout cas, qui depuis des siècles, enfin depuis au moins le 15e siècle quand même, est ouvert sur l'extérieur. Il y a vraiment une interaction, si vous voulez, avec le commerce, enfin, avec les Occidentaux qui arrivent en Europe, enfin, qui arrivent en Chine, qui arrivent en Asie. Hein, et finalement, comme je le disais tout à l'heure, cette ouverture de la politique de prohibition ne veut pas dire que, en fait, l'ensemble des marchands chinois pouvaient aller naviguer comme ils voulaient. En fait, à nouveau, que ça se passe pour la fin des Ming comme pour les Qing, il y a un système de licences. Hein, et donc les licences ne sont pas données à tout le monde. Hein, donc il y en a très peu, elles sont très contrôlées. Et surtout, c'est qu'à cette époque, comme je vous l'ai dit déjà au XVIe, mais ça continue, le commerce avec le Japon est interdit. Et en fait, c'est le Japon qui est très important parce que donc il y a ces mines d'argent. Hein, et la Chine a énormément besoin d'argent, donc on n'a pas parlé de la soie, mais la soie à partir de la fin du XVIe et au moins jusqu'au XVIIIe, elle est très importante parce que justement c'est l'époque, à la fin du XVIe, où l'État chinois est passé en fait a voulu, si vous voulez, changer. Il y a eu une réforme fiscale qui a imposé en fait le paiement des corvées et des taxes en argent. Et la Chine n'a pas de mine. Donc, je veux dire, l'argent vient de l'étranger. Hein. Et alors, tout le monde a pensé que c'était l'argent européen, mais en fait, la grande majorité jusqu'au moins le milieu du XVIIe, la grande majorité de l'argent importé en Chine vient du Japon, en fait. Et donc, de tous ces contrebandiers qui sont installés au Japon, dont la famille des Zheng. Hein. Donc, il y a... comme avant, donc il y a une, je pense que la rencontre entre ces groupes parce qu'il faut quand même imaginer que nous on s'imagine la compagnie des Indes, le commerce, etc. En fait, une bonne partie de ces gens-là c'était des pirates. Enfin, je veux dire aussi, ils se comportent exactement comme des pirates. Et donc il y a vraiment c'est une époque vraiment de grande violence en mer. Et donc surgissent à nouveau, pareil, hein, je veux dire, en Chine aussi, donc des groupes de pirates. Et à fait de la famille des Zheng, donc pour revenir à votre question, c'est que... Et très court, parce qu'il est déjà 29. Oui, non, mais je suis désolée. Donc la famille des Zheng est tout simplement devenue très importante parce que à un certain moment, quand en Chine, le gouvernement n'arrive pas en fait à pacifier les pirates, et ben qu'est-ce qu'il fait? Il leur propose de se soumettre. Et la famille des Zheng, donc Zhang Zhelong, le père du fameux Koxinga Zhang Chenggong, c'est lui qui fait donc défection, qui se soumet au Ming, donc du coup on lui donne un grade militaire. Et avec ça, si déjà avant il contrôlait tout le système, tout le marché, du moins de la côte est de la Chine. Hein, il va contrôler encore plus parce que c'est lui qui commande l'armée. Enfin, il ne la commande pas, il n'a pas un poste énorme, mais en fait, il commande l'armée. Et c'est là-dessus qu'en fait va développer donc tout ce régime qui va finalement lutter contre la dynastie des Qing, mais pas du tout parce qu'il est très pour les Ming. Hein. Et je pense qu'il luttait surtout pour son régime, pour la subsistance de son régime. Désolée d'avoir pris trop de temps. Non, mais c'est très intéressant. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Ah. Et il y a une question à distance sur développer le thème de la coopération entre la marine et la piraterie. Peut-être la marine et la piraterie. La coopération entre, je pense, marine peut-être marchande et piraterie, ou marine militaire et piraterie. Oui, monsieur. Alors, je voulais vous demander ce que vous pensiez de la thèse de Arnaud Aurin, qui, je crois, devait être présent, normalement, sur le retour d'un capitalisme de la finitude, avec une matrice idéologique où, par le commerce international, les États vont se précipiter
pour accaparer des ressources limitées, et également une militarisation accrue pour accaparer également des territoires vus comme limités aussi. Voilà, c'était ma question. Est-ce que vous avez envie de répondre sur justement cette société de la limitude et donc des... Oui, l'ouvrage d'Arnaud Orin sur le monde confisqué. Oui, moi, je ne suis pas très loin de ce qu'il dit. D'ailleurs, quand on a eu l'occasion d'en parler ensemble, je pense qu'il va peut-être même pas assez loin. C'est quelqu'un... Je recommande vraiment son livre pour revoir l'importance des rapports de force dans une longue durée, parce qu'il montre qu'il y a des cycles. Mais finalement, je crois qu'il n'enterre pas complètement le doux commerce. Il pense que ça peut exister sous certaines formes et à certains moments. Moi, personnellement, j'ai une vision encore plus cynique, réaliste, je ne sais pas, où même les moments de doux commerce sont des moments d'illusion et de fausse conscience, en fait. Mais c'est un excellent livre, mais qui est quand même bien plus fort sur le XVIIIe siècle, qui est sa période de spécialité, que sur les périodes récentes. Je pense que c'est une erreur de croire d'avoir une vision totalement cyclique de l'histoire. Il y a aussi des choses qui ont changé. Peut-être qu'il y a un lien avec le rôle de la marine, parce qu'il y a un chapitre très intéressant dans son livre où il revient sur les grands théoriciens de la marine, comme Meehan, sur l'importance du pouvoir maritime. Ça reste important, on le voit, je sais pas, ces jours-ci, on entend parler de vaisseaux qui se font couler. Mais il y a aussi beaucoup de choses technologiques qui ont changé, en fait. Et l'importance de la mer change avec des nouvelles technologies aériennes, terrestres. Et donc, l'histoire ne bégait pas complètement. Mais je ne peux que recommander son livre qui, effectivement, parle à beaucoup des thèmes qu'on a abordés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, ça va être la fin. Oui, monsieur. Ici. Merci. Ma question, c'est pour M. Todd. Comment expliquez-vous l'attaque de la flotte américaine sur Alger? Quelles étaient les motivations? Vous voulez dire en 1816? Oui, bien sûr. Quand même, je le connais. Qui officiellement était aussi lié à la lutte contre la piraterie. Les raisons profondes. C'est simplement pour dégager sauver des gens qui avaient été pris par les pirates, ou est-ce que derrière vous analysez autre chose? Non, il y a aussi quelque chose d'idéologique derrière. Alors il se trouve, vous avez de la chance, j'ai consulté dans le Maryland, aux États-Unis, la correspondance du consul américain à Alger, qui est William Shaler, qui faisait partie de l'expédition, puis qui est devenu consul jusqu'à l'arrivée des Français. Et c'était un peu un pirate, un peu un négrier aussi. Il venait de la Nouvelle-Angleterre, mais il commerçait avec Saint-Domingue, qui est devenu Haïti. Et puis il était à l'île de France, donc ce qui est aujourd'hui l'île Maurice. C'est un personnage très global, très en un sens savoureux, en d'autres sens pas très sympathique. Mais c'est l'un des premiers à défendre, dans des écrits en anglais et en français, l'idée qu'il faut coloniser l'Afrique du Nord. Il n'y a pas d'autre solution. Donc le fait qu'il soit impliqué dans cette expédition suggère que, et c'est une idée qu'on trouve dans d'autres écrits de l'époque, mais c'était l'un des principaux avocats. Donc c'est pour dire que cette colonisation d'Algérie en 1830 n'était pas que l'effet d'un hasard. C'était une idée qui était au moins dans l'air. Donc cette expédition américaine de 1816, elle l'illustre. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de cet événement. En tout cas, donc la conférence vient de toucher à sa fin. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à lire leurs livres.